Bonjour Martin Chagnon, directeur des ventes chez Novipro. J'ai l'honneur d'avoir avec moi Rodolphe Rigaud, qui est spécialiste des services gérés chez Novipro. Rodolphe, bienvenue. Merci. Bonjour Martin. Écoute, on est présent à l'événement Novipro Hybrid Cloud. Dans ce contexte-là, je vais te poser quelques questions pour avoir ton point de vue sur ce qui se passe dans ce monde-là. Oui, avec grand plaisir. Parfait. Étant en présence de clients qui considèrent le Hybrid Cloud de façon régulière dans tes échanges avec eux, quelle tendance observes-tu chez tes clients en matière de cloud hybride? En matière de cloud de tout court, je te dirais premièrement, c'est une volonté réelle d'utiliser peut-être un cloud souverain. Je viens justement d'en parler et c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité pour les entreprises parce qu'elles veulent maîtriser leurs données, maîtriser où sont les données, qui accède aux données, etc. Donc ça, c'est déjà, je te dirais, un premier point où je vois que les entreprises s'orientent, en tout cas quand elles pensent au cloud ou à l'info nuagique en général. Et quand on parle de hybrid cloud, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir adapter ses charges de travail en fonction de ses besoins. Et quand tu vas utiliser qu'un seul cloud en particulier, tu peux peut-être effectivement te mettre un petit peu en autarcie et ne pas utiliser d'autres solutions cloud ou même rester on-prem qui pourrait être plus avantageux en fonction de tes charges de travail. Donc, ce qu'on va remarquer, c'est que souvent, un seul cloud, ce n'est pas la solution à une entreprise. Une entreprise va utiliser soit différents clouds pour ses différentes charges de travail, soit justement garder un environnement on-prem parce qu'elle utilise des machines-outils, par exemple, qui demandent effectivement d'avoir un temps de réponse rapide. Tu ne peux pas te permettre de tout mettre dans le cloud avec une solution cloud. Donc, ce qu'on appelle vraiment le mode hybride. Donc, le mode hybride est un mode favori pour plusieurs entreprises pour faire une bonne utilisation du bon endroit pour les workloads. Exactement. Ça dépend à chaque fois des entreprises. C'est ce qu'on fait chez Novipro. C'est déjà d'une part d'analyser les besoins du client, d'analyser ses charges de travail. Puis en fonction de ça, on va monter une solution qui va être en général hybride. Parce que quand je dis multi-cloud, ça reste hybride. Il y a plusieurs solutions cloud. C'est jamais tous ces œufs dans le même panier, comme on dit. Écoute, étant donné ce commentaire-là, selon toi, pourquoi certaines des entreprises tardent encore à adopter le cloud ou le cloud hybride? Il y a deux choses là-dessus. La première, c'est qu'il y a des entreprises qui utilisent déjà le cloud sans forcément le savoir. Quand tu utilises, mettons, la suite Office 365 dans le cloud, en général, c'est une solution SaaS, donc tu utilises le cloud. Quand tu fais tes backups, la plupart du temps, il y a des entreprises qui vont faire leur backup à l'extérieur. C'est du cloud en fait. Donc, c'est pas parce que tu as ton environnement on-prem et que tes serveurs on-prem que tu utilises pas le cloud. Ça, effectivement, faut remettre un petit peu ça dans son contexte. Et après, tu as des entreprises aussi qui ont un petit peu peur de ne pas maîtriser leur. Je travaille avec généralement des PME qui ont l'habitude depuis la nuit des temps d'acheter des serveurs et on les met dans un endroit. Mais c'est des entreprises qui n'ont jamais eu réellement de problème non plus de panne d'électricité majeure, qui n'ont pas eu de problème de cybersécurité ou quoi que ce soit, qui disent ça fonctionne, je maîtrise, et qui sont plus dans ce mode CAPEX finalement que dans ce mode OPEX. Et c'est ce qui fait qu'elles tardent un petit peu à aller dans le cloud, mais on voit quand même qu'elles s'y intéressent de plus en plus pour pouvoir effectivement améliorer leur efficacité opérationnelle, justement réduire un petit peu les coûts, passer en mode OPEX. Donc les mœurs commencent à changer par rapport à ça. Je rebondis un peu sur ton commentaire du cloud et des gens qui ne réalisent peut-être pas qui sont déjà dans le cloud. Ouais. Dans la plus récente publication du portrait TI de Novipro et de ses partenaires, une des statistiques disait que 55% des entreprises utilisaient le cloud. Si je me fie à ton commentaire, on pourrait dire que ce pourcentage-là est possiblement sous-estimé. Je pense qu'il est beaucoup plus élevé. Je pense qu'effectivement, quand les gens te parlent de cloud, c'est parce que tout de suite, ils pensent aux charges de travail qu'ils ont dans le cloud. Une entreprise qui a ses serveurs on-prem, qui fait ses backups on-prem et qui utilise Office 365 ou une solution SaaS, je sais pas moi, CRM, Salesforce ou quoi que ce soit, va te dire qu'elle n'utilise pas le cloud parce qu'elle n'a pas ses charges de travail dans le cloud. Donc oui, je pense que ce chiffre pourrait être mis à la hausse si on prenait ce type de solution en compte. Écoute, dernière question pour clore, Rodolphe. En une phrase, quel conseil donnerais-tu à une entreprise qui hésite à passer au cloud hybride? C'est de faire une analyse approfondie de ses besoins. Je le disais tout à l'heure, quand on travaille avec une entreprise, on n'y va pas tout de suite en disant écoute, tu as tant de VM, on va te les mettre dans le cloud, ça te coûte tant. Non, on analyse ses charges de travail, on analyse ses flux, on fait une analyse holistique pour ensuite pouvoir comparer. Et souvent, quand j'arrive avec une entreprise, on lui présente les différents scénarios, puisque chez Novipro, on sait absolument tout faire en termes d'infrastructure. Oui, je suis responsable, moi, de la partie cloud chez Novipro. J'ai d'autres personnes qui sont plus responsables de la partie on-prem, entre guillemets, revente de serveurs.
on va effectivement présenter les différents scénarios au client. Puis ensuite, le client va décider. Et souvent, on se rend compte que les clients qui étaient partis du principe tout de suite que on-prem était la solution, quand ils voient les coûts dans le cloud, quand ils voient que c'est un coût qui est finalement maîtrisé, parce qu'ils ont cette peur aussi des fois de ne pas maîtriser les coûts dans le cloud, et qu'on arrive avec une solution qui est totalement globale, clé en main, bien ficelée, et qui savent que ça va être ça pour les 3 prochaines années, ils ont tendance plutôt à s'orienter vers le cloud. J'ai encore eu un cas ce matin d'un client qui m'a écrit pour me dire on va aller dans le cloud finalement. Donc bonne nouvelle pour moi. OK. Rodolphe, je te remercie beaucoup d'avoir participé. Merci Martin. Je te souhaite une belle fin de conférence, puis au plaisir de se recroiser. Merci Martin, à bientôt, au revoir. Ricardo Ventura, qui est un architecte de solutions pour les partenaires chez Dell. Bonjour. Bonjour, merci d'être parmi nous, Ricardo, et d'accepter de répondre à quelques questions en marge de notre conférence sur le cloud hybride. Donc, merci de participer à l'exercice. Bienvenue, mon plaisir. Donc, une des premières questions que j'aurais pour toi, c'est quelle tendance observes-tu chez tes clients en matière de cloud hybride? Alors, on voit qu'il y a beaucoup de monde qui sont présentement intéressés à construire un cloud style hybride. Il y a certaines raisons. On a besoin, les clients ont besoin d'une façon de rouler leur workload sur les meilleures plateformes. Okay? Alors, on voit que vraiment, beaucoup de monde sont en train de re-architecter les plateformes pour soit mettre des applications sur un data center où ça roule mieux que le cloud, mais il y a aussi le besoin pour le cloud de rouler certaines applications qui vraiment sont pas capables de rester on-prem. Okay? Donc si je résume un peu, tu dis d'avoir la possibilité d'avoir un cloud hybride te permet de choisir le meilleur endroit pour les charges de travail. Exactement. C'est vraiment le but, c'est d'optimiser la performance de l'application, l'availability de l'application, et pour avoir un place de mettre ça où tu as la meilleure sécurité. OK, parfait. Mais merci. Deuxième question pour toi. Selon toi, quelles sont les erreurs courantes que tu vois dans les projets de migration vers le cloud? Alors, pour les personnes qui vont migrer vers le cloud, une des grosses erreurs qu'ils font, c'est ils vont tout migrer vers le cloud. Malheureusement, c'est pas la bonne façon de faire ça, parce que il y a plusieurs raisons. Premièrement, le coût. Pour vraiment, ça peut augmenter les coûts beaucoup. En plus, il faut toujours considérer la performance de l'application, okay? La sécurité. Est-ce que le cloud va vous servir, bien servir l'application en termes de ces 2 points-là? Alors, ils vont trop bouger, ils vont pas prendre leur temps et tester certaines applications ou mettre certaines applications qui pourraient rester là plus long terme sans affecter le business. OK. Donc, encore une fois, je pense que ce que tu dis, c'est assurons-nous de faire une bonne planification quand on décide d'aller dans le cloud pour s'assurer qu'on choisit les bonnes applications et pas nécessairement toutes. Pas toutes, puis exactement. Parce que pas toutes les applications sont faites pour bien rouler dans le cloud. Super. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Ces workloads-là, oui, on peut les rouler dans le cloud, mais honnêtement, ça, c'est plus pour des environnements de laboratoire ou testing. Pour la production,
t'es mieux d'avoir ce type de workload on-prem parce que l'intelligence artificielle, ça doit être très proche aux data. Alors, dans ce cas-là, si tu as besoin de beaucoup de data pour l'intelligence artificielle, si le data il reste dans le cloud, premièrement, c'est trop, tu as trop de data, c'est des pétabytes de data possiblement, ça va te coûter une fortune. Et une fois que tu es dans le cloud, c'est très difficile de bouger d'un cloud vers un autre cloud ou du cloud on-prem. Alors, à ce point-là, c'est un peu dangereux côté financier. Alors, ça vaut la peine de prendre le temps de bien planifier. Exactement. OK. Donc, ce que tu dis, c'est tu vas être mieux servi si tu fais une bonne planification que si tu bouges et tu essaies de revenir. Là. OK. Merci, Ricardo. Dernière question pour toi. Si tu avais un conseil à donner aux entreprises qui hésitent à s'en aller vers le cloud hybride, ce serait quoi ton conseil? Regarde, moi, je travaille pour Dell. Techniquement, le message, c'est oui. Pour Dell, on veut que nos clients, la majorité de nos clients restent on-prem, tu sais, à cause on peut vendre beaucoup de stock, mais c'est pas la réalité. Le cloud, c'est un très bon, c'est une bonne plateforme, c'est une bonne solution pour certains workloads, soit le modèle SaaS ou le Platform as a Service, Infrastructure as a Service. Il y a une façon d'utiliser ça, bien utiliser ça, pour vraiment prendre du value de les services que le cloud offre. Alors, il ne faut pas être peur du cloud, mais il faut l'utiliser en façon responsable et ne pas juste dire on est cloud first. Cloud first, c'est pas correct. Il faut demander ou il faut dire cloud correct, cloud right. Ça veut dire qu'il faut choisir les bonnes applications qui fit dans le cloud puis les bonnes applications qui restent on-prem. OK. Bien, Ricardo, merci beaucoup. Je pense que c'est des bons conseils pour tous les participants de la conférence. Je te remercie d'avoir participé à l'exercice. Je sais qu'on l'a fait aussi dans une langue où tu es moins familier. Oui, excuse-moi, désolé. Non, j'apprécie que tu aies pris le temps de le faire en français avec nous. C'est bien apprécié. Je te souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup. Toi aussi. Merci. Pierre Archambault, qui est architecte de solutions chez OVH Cloud. Est-ce que je l'ai bien positionné, Pierre? Ben, je suis plus ingénieur après-vente. Le mot vente dans mon titre, un peu inexistant. Je suis plus un spécialiste technique. J'aide nos clients à comprendre nos produits. Mais ce qui m'intéresse en premier, c'est de comprendre leurs besoins d'affaires. C'est quoi leur objectif? Puis après, on a une discussion plus produit technique sur ce qu'on fait chez OVH Cloud. Puis nous, on est un hyperscaleur cloud d'origine française, de l'Europe, si tu veux. On est présent au Canada aussi, naturellement. Parfait. Ben écoute, bienvenue parmi nous. Merci d'accepter de répondre à 3-4 petites questions rapides dans le cadre de notre événement conjoint sur le cloud hybride dans le monde d'aujourd'hui. Donc, je vais de ce pas avec la première question, Pierre. Comment OVH Cloud aide-t-il ses clients à balancer les enjeux de conformité et d'innovation cloud? Donc, dans ta question, tu as le mot conformité et innovation. Conformité, c'est sûr que nous, on est comme je disais, on est un hyperscaleur de type mondial. On a 43 centres de données à travers le monde. C'est sûr que pour offrir des services à tous nos clients à travers le monde, il faut qu'on soit conforme à plein de normes qui sont déjà établies dans le marché. Donc, on parle de ISO 27001, 27017 et 18. Nos centres de données, tu connais SOC 2, les normes SOC 2, type 2 et type 3. Il y en a plein d'autres. Donc, nous, on passe à travers des programmes de revalidation avec des firmes externes qui revalident tous ces processus-là de conformité à chaque année. Puis souvent, nos clients ils nous le demandent. Ils nous demandent, pouvez-vous, quand ils regardent nos produits, ils nous demandent, pouvez-vous nous prouver que vous êtes conforme à telle norme? Puis il faut aussi se rappeler qu'au OVH Cloud, on est une entreprise d'origine française, donc européenne à la base.
Donc, l'Europe a été précurseur dans l'adoption de la protection des données pour leurs clients. Pas les clients, mais pour les citoyens européens avec le RGPD. Puis ça, c'est des valeurs qu'on a transposées aussi sur nos centres de données qui sont maintenant au Canada. Nous, on a un centre de données au sud de Montréal, à Beauharnois. À Toronto maintenant, parce qu'on avait beaucoup de demandes pour avoir de la relève. Donc, ces centres de données-là sont tout à fait conformes à plein de certifications et normes du marché. Et on continue à rajouter des normes pour différents pays également. OK. Donc, tous les clients qui considèrent OVH Cloud peuvent être rassurés que vous suivez des processus très rigoureux pour assurer la conformité de... Absolument. Et on le prouve aussi quand ça intéresse des clients qui ont un intérêt technique. On organise parfois des visites à notre centre de données. Et je vais vous dire, venir visiter notre centre de données, ils vont voir que la sécurité est vraiment au premier plan. Ne rentre pas chez nous n'importe qui. Il faut vraiment être accompagné. Il y a des équipes de sécurité. Toutes les zones sont sécurisées avec des caméras. Je veux dire, les certifications, on les a aujourd'hui parce que la sécurité est là au niveau physique, mais aussi au niveau de nos applications des produits qu'on offre à nos clients. C'est sûr que nos produits évoluent à travers le temps. Donc, entre autres, quand il y a des choses un peu embêtantes qui arrivent on a des partenaires comme Broadcom qui changent un peu la donne, on s'adapte. On a par exemple modifié un produit qui s'appelait Cloud Privé VMware, ou qu'on appelle PCC à l'interne. Quand on a vu qu'il y avait une augmentation de prix, on a vite sauté sur le développement d'autres produits basés sur des modèles moins coûteux. Pour accommoder nos clients. Puis on a dit à nos clients, si vous décidez de vous engager avec nous vers cette ligne-là, on ne changera pas vos prix. Ils vont rester constants jusqu'à temps que le produit va être testé, développé et mis à jour pour vous. Puis on va même migrer pour vous aux charges de travail. Donc ça, on innove en développant des produits rapidement comme ça. On est quand même 3000 personnes à travers le monde. On n'est pas 50 000, donc on est... très, très efficace dans nos développements de produits. Puis on lance constamment des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux produits. On a, il y a quelques années, lancé un cloud privé sur Nutanix. Dans le cloud public, on a plein d'autres produits pour faire la containerisation, du Rancher et tout ça. Et on en a plusieurs autres qui vont venir dans les années à venir, c'est sûr. Au niveau des produits, puis dans nos centres de données, il faut le voir, là, mais on a, en termes d'innovation, ce qui est impressionnant dans nos centres de données, c'est quand vous rentrez dans un centre de données, c'est industriel, il n'y a pas d'air climatisé, c'est des milliers et des milliers de serveurs refroidis à l'eau. Donc ça, c'est une chose qu'on fait depuis plus de 20 ans. Et ça nous permet de réduire les coûts d'exploitation de nos centres de données parce qu'on consomme beaucoup moins d'électricité. Donc, ces astuces-là ont évolué à travers le temps. Puis là, on travaille sur des serveurs qui vont être submergés dans un liquide diurétique non conductible pour prolonger la vie des composantes, mais pour réduire les coûts aussi de nos produits. Donc, tout ça, on fait plein de choses pour nos clients. Parfois, vous n'en apercevez pas parce que vous consommez le produit puis on vous livre immédiatement dans votre portail web. Mais en arrière, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent fort pour vous offrir les dernières nouveautés du marché, disons-le comme ça. J'avoue que j'ai eu la chance de visiter votre centre de données et j'avoue que c'est très impressionnant le design que vous faites, que OVH a fait pour refroidir l'ensemble de ces serveurs là, avec le refroidissement à l'eau. Très, très impressionnant, effectivement. Deuxième question pour toi, Pierre. Quelles sont les erreurs courantes que vous voyez dans les projets de migration vers le cloud? Moi, j'accompagne des clients. Une fois qu'on vend des produits, j'ai souvent des questions. Donc, je dirais que la préparation, une mauvaise préparation puis une mauvaise compréhension des produits qu'on achète. Ça arrive à l'occasion. L'exemple typique, c'est un client qui veut faire un lift and shift. Il veut migrer dans le cloud parce qu'il ne veut plus gérer son infrastructure. Il arrive à terme ses serveurs, des choses comme ça. Il va commencer à considérer le cloud puis faire un lift and shift vers un environnement cloud privé. C'est souvent ce qui est le plus facile parce que c'est ce que les gens font chez eux. Par contre, on tombe dans un environnement géré. Nous, on va gérer le déploiement, la mise à jour, l'infrastructure. On fait du monitoring, mais parfois, il y a des limitations dans les produits que les clients
ne connaissent pas, parce qu'ils peut-être qu'ils lisent pas, ou tous nos produits, ou on leur a peut-être mal expliqué, ou ils ont mal compris, des choses comme ça, là. Donc, ça arrive à l'occasion qu'on a des clients qui ne connaissent pas assez bien nos produits, ils viennent faire une migration, et là, ils s'aperçoivent « Ah, ça ne marche pas comme je pensais. » Puis là, on a des rencontres qui... Pas que c'est déplaisant, mais ils apprennent des choses et ils se disent « Ah, avoir su. » Ça, parfois, mais c'est souvent une erreur qui peut être du côté du client, qui ils prennent pas assez le temps de comprendre l'environnement vers lequel ils décident d'aller. Et pour enlever tout doute, ce que je fais souvent, quand j'ai des clients qui sont intéressés, avant d'arriver au cycle de vente et de l'entente contractuelle et de l'avant, mais je propose souvent des preuves de concept. Moi, j'ai un accès, c'est un peu fou, là, ce que j'ai comme accès chez OVH. Je peux déployer des produits assez sur demande, sans trop de limites. Je peux les prêter à nos clients ou nos partenaires comme vous, chez Novipro. Donc, quand vous voulez faire des preuves de concept, vous m'appelez, je vous prête des ressources cloud, puis vous pouvez tester ce que vous voulez, parce qu'on se connaît bien. Mais on a des clients, ils le font aussi. Je leur prête un environnement, ils peuvent le tester. Et là, ça élimine toute incompréhension ou ambiguïté de ce qu'ils peuvent faire, parce que là, les problèmes, ils vont les rencontrer tout de suite. Et là, on enlève une étape qui est désagréable avant qu'elle arrive vraiment. Puis là, on va avoir des rencontres, puis on va expliquer comment que le produit fonctionne en réalité, s'il y a des choses qui n'avaient pas vu venir. Donc ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Des charges de travail, la partie réseautique, souvent, c'est complexe, mettre en place des liens dédiés privés, surtout quand on parle de BGP. C'est pas tout le monde qui sent à l'aise à monter du BGP. Puis aussi, on a des équipes de services professionnels. On les implique pas souvent. On préfère positionner des entreprises comme vous, comme Novipro, parce que vous êtes des experts. Mais parfois, même vous, il y a des choses que vous connaissez peut-être pas nécessairement non plus parfaitement sur des produits chez nous. Puis nous, nos équipes de services professionnels, ils font ça à temps plein. Je veux dire, c'est des choses qui constamment qui font. Donc, parfois, on propose nos services professionnels, mais pour la majorité des cas, on met de l'avant des partenaires comme Novipro pour aider des clients qui ont besoin d'accompagnement pour les aider à migrer vers le cloud. Puis nous, si on parle de cloud hybride, nous, on n'est qu'un morceau de Lego dans toute la solution du cloud hybride. Là. Mais on n'est pas contre l'idée. D'ailleurs, une de nos valeurs, c'est la réversibilité de nos produits. Les clients qui viennent chez nous, ils vont voir que s'ils veulent quitter OVH, il n'y a aucune restriction, il n'y a aucune contrainte. C'est très, très facile de venir chez nous comme d'en sortir. Donc, j'espère que ça répond bien à ta question. Non, ça me positionne très bien. La valeur ajoutée de OVH également là, pour les clients qui considèrent ce mode-là, le mode hybride là, dans leur solution. Donc, dernière question pour toi. Si on parle de cloud hybride, selon toi, est-ce qu'on parle d'un mode passager ou d'un pilier de la stratégie TI de demain? Pour moi, ça a toujours été une architecture qui est là et qui va demeurer. Là. Les besoins des clients ne seront pas toujours dans le cloud. Ils vont être on-prem, dans le cloud, sur du edge computing, cloud public, cloud privé. Il suffit juste de bien comprendre les besoins que l'on a et de trouver les bonnes solutions. Là. Ça peut paraître simple comme réponse, là, mais le concept de dire aujourd'hui il faut aller vers du cloud hybride, moi je l'ai toujours vu. Là, puis le cloud, c'est des serveurs ailleurs gérés par quelqu'un d'autre. Là. C'est ça en fait. Là. Donc là, il faut trouver les bonnes personnes avec qui vous allez avoir une bonne relation de confiance, qui ont le bon produit pour vous aider. Mais allez pas seulement chez un seul fournisseur. Là. C'est le piège là, parfois. La simplicité d'aller chez un seul fournisseur, c'est un piège de retardement parce que là, comme on dit, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est un peu le cas. Donc, le cloud hybride, c'est ça. D'après moi, ça fait longtemps que les entreprises devraient être vers un modèle cloud hybride et je pense que ça va rester pour le futur. Il n'y a pas... Rester sur un seul fournisseur aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Là. J'en vois de moins en moins. Ouais. Non, je pense que si je résume un peu aussi le fond de ta pensée, c'est que si on veut s'assurer de bien choisir la destination en fonction du workload qu'on a, de choisir une seule solution ou un seul fournisseur va probablement nous amener là, dans un
cul-de-sac pour certains de ces charges de travail-là. Donc, je pense que le cloud hybride, dans lequel vous participez grandement, amène la possibilité de choisir la bonne destination pour la bonne charge de travail. Ben, nous, on n'a pas la prétention de dire qu'on a toutes les solutions pour tous les cas d'usage de nos clients, mais on en a quand même plusieurs. Puis comme je disais au tout début, ben, on travaille pour acheter beaucoup de produits parce qu'on a beaucoup de clients qui nous demandent des choses qu'on ne fait pas encore aujourd'hui, là. Mais si vous voulez voir notre roadmap, vous allez voir qu'il est assez impressionnant sur des choses qu'on va rajouter dans les années à venir. Un exemple là, qui, moi, m'a frappé là, sur une des choses qui va changer la donne un peu pour nous, c'est notre stratégie Edge Computing est basée sur l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle Gridscale, originalement. On les connaissait bien parce qu'on est européens à la base. Mais eux, la spécialité, ce qu'ils vont nous apporter, c'est le déploiement d'environ 150 plus petits centres de données à travers le monde pour être à proximité des besoins d'affaires de nos clients, donc du Edge Computing. Et ça va rajouter une composante de plus là, dans nos outils. Donc ça s'en vient chez OVH, entre autres. Écoute, Pierre, merci d'avoir participé à ce petit exercice, fort apprécié. Puis je te souhaite une bonne fin de conférence avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée. J'ai la chance d'avoir avec moi François Morin, qui s'occupe du partenariat IBM Novipro. François, bienvenue parmi nous. Merci, Martin. J'aimerais ça te poser 3-4 questions rapides pour avoir tes impressions. Là. Absolument. Donc, la première question que j'aimerais te poser en relation avec le Hybrid Cloud, c'est quelle tendance observez-vous chez vos clients en matière de cloud hybride? Bien, ce qu'on voit de plus en plus chez nos clients, c'est une tendance vraiment vers le cloud hybride. Pas seulement de bouger tous les environnements vers le cloud public. Donc, c'est d'avoir des environnements qui sont en même temps sur le cloud privé. Ça peut être sur un cloud public, mais aussi les environnements sur place, donc les environnements traditionnels on-premise, où on a un mix de tout ça et on va placer le bon workload dans le bon type d'environnement. C'est ce qu'on voit de plus en plus. Donc, le cloud hybride est la solution privilégiée chez la plupart de vos clients. Absolument, absolument. Même s'il y a beaucoup de clients qui, il y a quelques années, ont dit on fait un grand mouvement vers le cloud public, ils se rendent compte qu'il y a des environnements qui font beaucoup plus de sens, rester à la maison, rester sur place ou avoir vraiment le côté hybride. Écoute, je change de registre. Je te pose une deuxième question. IBM a été un grand contributeur du portrait TI, la 9e édition, là, qui a été publié par Novipro cette année. Oui. Je sais que tu as pris connaissance de plusieurs des statistiques qui sont ressorties du portrait TI de cette année. J'aimerais ça voir avec toi s'il y a des statistiques particulières qui ont attiré ton attention. Oui, il y en a une, entre autres, où on voyait 81% des entreprises sont dans un changement technologique où ils regardent la nouvelle technologie et dont 30% qui regardent l'intelligence artificielle. Donc, on voit que de plus en plus, les gens vont regarder ces nouvelles technologies-là, y compris l'intelligence artificielle, pour voir comment bien se positionner pour le futur, être compétitif dans leur domaine. Et les investissements sont là. C'est une bonne chose parce que si on fait du surplace, ben on va perdre notre valeur compétitive versus nos concurrents. Oui. Écoute, je renchéris un peu, là, je pense. Là, je pense que moi, ce que j'ai trouvé quand même surprenant, c'est que c'est la première fois où les dépenses en intelligence artificielle dépassaient tous les autres postes d'investissement chez les entreprises. Absolument. Puis on le voit que ça va toucher plein de choses. Hein? L'intelligence artificielle va vous aider sur la cybersécurité, va vous aider sur les prises de décision, augmenter la productivité. Donc, on voit les compagnies de plus en plus investir dans ce domaine-là. Et je pense, au courant des prochaines années, tout ce qu'on va voir, c'est que ça va augmenter l'investissement en intelligence artificielle. Écoute, dernière question pour toi, mon François. J'aimerais ça savoir en une phrase, là, quel conseil donnerais-tu à une entreprise qui hésite
à passer au cloud hybride? Bien, moi, je pense qu'il faut regarder les avantages d'être sur un cloud hybride. Il y a des avantages au niveau de la flexibilité. On est capable de mettre le bon workload, le bon travail dans le bon environnement. On est capable d'être rapide au niveau du provisionnement, donc être capable il y a un projet qui part, être capable de tout de suite le provisionner et de gagner tout de suite les bénéfices. Donc, je pense que la flexibilité, c'est vraiment ce qui va être l'aspect numéro 1 de regarder une solution hybride, cloud hybride, et de vraiment bien placer la bonne information au bon endroit pour aller chercher le plus grand bénéfice possible. Merci beaucoup, François, de ta participation. J'ai au plaisir de te recroiser dans la conférence. Bien, ça fait plaisir. Merci. Denis Vanier, qui est directeur national des ventes chez Nutanix. Bonjour, Denis. Bonjour Martin. Donc, merci de participer à ce petit podcast. Rapidement, je vais te poser quelques questions en rafale pour avoir ton point de vue là, sur des questions qui touchent le cloud hybride. Donc, la première serait, quelle tendance observez-vous chez vos clients en matière de cloud hybride? Bien, effectivement, ce qu'on constate, c'est que dans un premier temps, on croyait que ça allait être un monde de cloud public seulement. Rapidement, on s'est rendu compte que c'est effectivement faux. On va trouver un équilibre entre le cloud privé et le cloud public. Et on va y intégrer aussi ce qu'on appelle les systèmes périphériques ou ce qu'on appelle aussi le edge. Et les systèmes périphériques seront intelligents. Alors, beaucoup de décisions vont devoir être prises à cet endroit-là. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les charges de travail qui étaient peut-être alignées ou assignées au cloud public reviennent vers le centre de données privées, mais des charges de travail vont continuer à aller vers le cloud public et trouvant d'autres charges de travail comme l'intelligence artificielle. Les applications modernes vont nécessiter un équilibre entre le edge jusqu'au cloud public en passant par le cloud privé. Au edge, il y a beaucoup de données qui sont créées, beaucoup d'applications vont être livrées. C'est pas vrai que ça va être tout dans le cloud public, ça va être beaucoup trop onéreux. Alors, on peut voir vraiment cette situation-là qui se dessine chez les clients. Belle explication là, du marché actuel. Selon toi, quel secteur tire le plus de valeur du cloud hybride actuellement et pourquoi? Bien, moi, j'oserais dire que c'est absolument transversal au niveau des industries. Ça touche pas seulement toutes les organisations, mais ça touche particulièrement les organisations qui veulent innover, qui veulent moderniser leurs environnements et qui vont vraiment se concentrer à changer le statu quo. Alors, ces organisations-là qui veulent avoir des avantages compétitifs ou qui veulent sauver des sous, ces organisations-là, à travers les différentes industries, vont être celles qui vont bénéficier vraiment du cloud hybride. Parce qu'on va vouloir mettre les charges de travail au bon endroit, au bon moment, maximiser l'endroit où la donnée devrait être, en suivant les gouvernances des organisations. Alors, c'est transversal. On voit de grands projets de transformation, d'innovation dans les secteurs publics. On les voit aussi dans le manufacturier, beaucoup. Évidemment, dans le marché financier, on les voit aussi. Donc, c'est pour ça que j'explique que c'est vraiment transversal. Ça va toucher les organisations qui veulent innover, moderniser et être donc à l'affût de changements de façon de faire traditionnelle. Donc si je vais dans la lignée de ton commentaire, on pourrait suggérer que ceux qui ne considèrent aucunement le cloud hybride pourraient être laissés derrière ou prendre un peu de recul par rapport aux compétiteurs. Oui, effectivement, c'est un peu ce qu'on peut constater. Alors, les gens qui vont profiter de cette transformation-là, de ces usages-là, vont bénéficier d'axes compétitifs qui vont les distinguer de leur compétition puis les faire émerger du marché favorablement. Bien, le conseil est lancé pour toutes les entreprises qui sont là, qui sont avec nous aujourd'hui. Dernière question. Le cloud hybride pour toi, puis là, à la lueur des commentaires que tu as faits, j'imagine ta réponse, mais est-ce que c'est un mode passager ou un pilier de la stratégie TI de demain? C'est clairement pas passager. C'est un pilier stratégique. Il y a beaucoup de nouvelles applications qui vont émerger. On parle particulièrement d'intelligence artificielle. L'adoption du cloud public, souvent, bien qu'il y ait des charges de travail qui sont là permanentes, typiquement, vont être des charges de travail qui sont, entre guillemets, temporaires, mais qui vont revenir. Et là, je parle, par exemple, pour l'intelligence artificielle,
On va parler ici de modèles d'apprentissage. Alors, on va faire apprendre nos modèles dans le cloud public, des fois dans le cloud privé pour question de gouvernance de données, évidemment, mais l'inférence va se faire en système périphérique. Alors, c'est là que j'exprime qu'effectivement, c'est une stratégie à long terme puisqu'on va intégrer beaucoup plus de ces charges de travail-là d'intelligence artificielle dans nos façons de faire. Et effectivement, avec la quantité de données qui est créée en plus, on ne pourra pas tout mettre dans le cloud public parce que ça va être beaucoup trop onéreux. Donc, on veut créer des actions avec ces données-là. Et pour le faire, il faut l'analyser dans le cloud public, mais on va prendre des décisions dessus au edge, qu'on va appeler souvent le système périphérique intelligent. Alors, il n'y aura pas de dépendance, bien qu'il y ait des gens qui pensent que ce sera le contraire. On va quand même avoir au cloud public, ça va être trop dispendieux de le faire et pas assez rapide, il va y avoir de la latence. Donc, on va avoir un mode hybride qui est à long terme l'environnement opérationnel des organisations. OK. Donc c'est là pour rester. C'est là pour rester. C'est bon. Écoute, Denis, je te remercie d'avoir participé à ce petit podcast. Je te remercie beaucoup, puis on se souhaite bonne conférence. Merci de l'invitation, puis bonne continuité. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Benoît Desmarais, qui est directeur technique et service clientèle chez Avanci. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bonjour. Bonjour, merci d'être parmi nous, Benoît. Benoît, dans le cadre de notre conférence sur le cloud hybride, j'aurais quelques petites questions à te poser, voir ton input que tu pourrais fournir là, dans le cadre de cette conférence-là. C'est bon, vas-y. OK. Donc, la première question que j'ai pour toi. Quel est le plus grand avantage que vous associez à une approche cloud hybride? En fait, c'est probablement l'agilité que ça nous donne tout en nous permettant de garder un certain contrôle sur certaines de nos données. Ça nous permet de garder nos données sensibles sur nos serveurs à nous, sur notre cloud privé à nous, mais ça nous permet de lancer certains services, certaines fonctionnalités rapidement en utilisant des clouds publics, ce que je peux rapidement comme déployer sans avoir toute l'infrastructure chez nous. Donc, ça me garde agile tout en gardant mes données plus sécuritaires. OK. Donc je présume qu'Avanci est déjà un utilisateur de cloud hybride. Oui, ça, à une certaine forme minimaliste aujourd'hui, mais qui tend toujours à devenir plus grand. Là. Superbe. Écoute, selon toi, quel est le principal frein ou défi que tu rencontres actuellement dans ce modèle-là? Oui. Ben, souvent, c'est tout l'aspect sécurité et des données, d'être capable de garder la souveraineté d'une partie, mais d'amener les workloads dans le cloud public rapidement. Souvent, c'est là où c'est plus difficile. On va aller vite grâce au cloud public. Puis, on voit après coup comme les répercussions que ça a comme sur les données. Fait que là, on fait beaucoup d'itérations comme sur nos versions de logiciels. Un autre défi, souvent, c'est aussi les employés comme tels. Mes gars de TI qui s'occupent des serveurs, des fois, ils ont une petite réticence, soit à amener ça comme dans un cloud qui n'est pas entièrement sous leur contrôle pour les plus traditionnels d'entre eux, puis les plus jeunes, mais eux autres, c'est à l'inverse, comme ils devraient tout être là parce qu'ils veulent plus gérer la partie on-prem, fait que c'est d'harmoniser comme les deux gangs, là, comme ça, okay. C'est un défi quand même. Là. Donc la gestion du changement avec c'est ça, exactement. Les gens ont peur qu'ils soient plus utiles comme dans un cloud public. Puis les autres, à l'inverse, ils ont peur comme justement que on prend du retard en gardant les trucs trop chez nous ou sous notre contrôle. Là, OK. Un environnement probablement qui est typique de plusieurs clients. Oui, sûrement. Écoute, dernière question pour toi. Le cloud est quelque chose qui évolue. C'est quoi ta vision du cloud dans 3 ans? Je crois réellement que, on le voit dans les dernières années, où c'est de plus en plus utilisé en mode hybride, là, moi je trouve. Je pense que ça va aller encore plus dans ce sens-là.
plus d'entreprises qui, au fil du temps, là, qui vont devoir mettre à jour leur environnement, qui n'auront pas le choix d'aller vraiment dans un cloud hybride, puis vraiment comme utiliser les ressources là, de cloud public en plus de leur système qui va être désuet, puis ils n'auront pas le choix d'y aller. Là. OK. Ben écoute, je te remercie beaucoup de ta participation. C'était rapide, comme tu vois, 3-4 petites questions. Je te souhaite une belle fin de conférence. Ben merci, ça m'a fait plaisir. Merci. Salut.